Bonjour à tous, comme promis, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur la dette. Alors je pensais que nous ferions vite le tour de la question, mais finalement la question de la dette est bien plus complexe dans son approche que le capital. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, cela m'aide pour le référencement. Alors au sommaire, qu'est-ce que la dette? À quoi sert-elle? Dans la précédente vidéo, nous avons vu que le capital rend libre. Alors doit-on en déduire que la dette nous emprisonne, nous rend esclaves de celui qui nous prête son capital? Et dans quelle situation la dette est-elle bénéfique pour notre patrimoine? Nous allons tenter de répondre à ces questions. Alors dans une première partie, nous verrons que la définition de la dette afin de partir sur de bonnes bases. Dans une seconde partie, nous verrons dans quel cas la dette nous a servi durablement. Dans une troisième partie, nous verrons qu'il existe de bonnes dettes qui nous rendront libres sur le long terme, nous permettant d'amasser un capital en partant de zéro. Dans une quatrième partie, nous verrons comment utiliser l'emprunt pour accélérer notre enrichissement tout en conservant notre liberté. Et enfin, dans une dernière partie, nous verrons ce que les métaux précieux nous permettent de faire dans la construction d'un patrimoine et particulièrement à notre époque. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que la dette selon Le Robert? C'est l'argent qu'une personne, le débiteur, doit à une autre, le créancier. Payer, rembourser une dette, s'acquitter d'une dette. Dette publique, ensemble des engagements financiers contractés par l'État. C'est le devoir, une dette, qu'impose une obligation contractée envers quelqu'un, une obligation morale, un devoir imposé par un poste, une fonction. Nous le voyons, ce n'est pas réjouissant. S'endetter, c'est être débiteur. La main qui reçoit est en dessous de celle qui donne. C'est un contrat que nous devons honorer. C'est une obligation morale. Puisqu'il s'agit d'un contrat, la force légitime de l'État, la justice, pourra vous obliger à rembourser, vous sanctionner et s'il le faut, vous priver de liberté. La prison, ça ne plaisante pas. C'est donc un engagement qu'il ne faut pas prendre à la légère. Une dette, un crédit vous engage. Vous perdez de votre liberté. Attention donc aux dettes lors de la création de patrimoine. Alors, toutes les dettes ne se valent pas pourtant. Toutes les dettes asservissent le débiteur, lui retirent une part de liberté, c'est vrai. Certaines d'entre elles nous appauvrissent durablement, ce sont les mauvaises dettes. Alors comment les reconnaître? Pour faire simple, très simple, ce sont les dettes qui non seulement ne vous rapportent rien, mais en plus vous coûtent de l'argent. Faire un prêt pour une nouvelle télévision, c'est une mauvaise dette. Non seulement la télévision ne vous rapporte rien, mais en plus vous dépensez vos économies. Vous payez des intérêts d'emprunt et vous êtes taxé, la taxe audiovisuelle. Et je ne parlerai même pas du temps perdu à la regarder, ni de la baisse de QI en la regardant. D'autres dépenses sont assimilables à des dettes. Les impôts et taxes, le loyer, l'alimentaire, les assurances, les abonnements téléphoniques, EDF, Internet, mobile, etc. Toutes ces dépenses qui reviennent chaque mois et qui ressemblent tant à des dettes perpétuelles. Dans la création de votre patrimoine, il est important de limiter tout ce qui ressemble de près ou de loin à une mauvaise dette. Qui ne connaît pas quelqu'un qui gagne 2500 € par mois ou plus et qui ne s'en sort pas? La construction d'un patrimoine, d'un capital, d'une épargne demande du temps, des efforts, des sacrifices. Mais alors, une bonne dette, c'est quoi? La question semble vite répondue. C'est une dette qui permet d'acheter un bien qui vous rapporte de l'argent, un cash flow, un flux de trésorerie positif. Mais c'est là que ça se complique. Une voiture, achetée à crédit ou non, peut être un actif, elle vous permet d'aller travailler, ou un passif, vous l'utilisez pour vos loisirs. C'est-à-dire qu'elle vous permet de gagner de l'argent ou vous en fait perdre. Une voiture, en plus, peut être à la fois un actif ou un passif, si vous l'utilisez pour vous rendre au travail et pour vos vacances. Pour bâtir un patrimoine, il n'y a que deux méthodes, en tout cas moi j'en connais que deux. Une rapide, mais qui demande un effort colossal en temps et en énergie, avec le risque de tout perdre. Il s'agit de l'entrepreneuriat.
c'est l'élite des investisseurs en somme, hein. Ce sont eux qui créent littéralement la richesse. Ou vous pouvez opter pour la méthode du bon père de famille, le rentier, qui consiste dans un premier temps à trouver un emploi stable, puis à épargner et enfin à emprunter pour investir dans des actifs. Alors le succès, il est garanti pour tous ceux qui tiendront sur la durée. La durée, on parle en décennies. Pour privilégier les bonnes dettes, il s'agira d'investir sur des actifs qui vous rapportent de l'argent et qui soient réplicables afin de faire grossir votre patrimoine au fil du temps. S'enrichir en une seule opération, c'est le loto, ça ne fonctionne pas ici. Parce que vous pouvez gagner une fois, 2 fois, mais à la fin vous perdrez tout. Alors attention, il arrive qu'à court et moyen terme, vous deviez payer de votre poche. C'est-à-dire que vous avez un cash flow négatif, avant de passer en cash flow positif. Je parle ici du cash, bien sûr, mais pas du patrimoine. C'est le cas de l'immobilier, où les premières années, les loyers ne couvrent pas toutes les dépenses, qui sont les mensualités, l'assurance, les taxes et impôts, la copropriété, les travaux, etc. Dans ce cas, vous payez un peu de votre poche tous les mois, mais vous accumulez du capital, et à la fin, vous avez un patrimoine immobilier qui vous aura coûté en cash moins cher que sa valeur de revente et qui, une fois le prêt remboursé, vous rapportera jusqu'à sa revente du cash net chaque mois. Contracter une bonne dette, oui, mais vous devez en maîtriser les risques. Vous devez espérer des gains très supérieurs à la perte encourue en cas d'échec. Si vous n'arrivez pas à louer le studio que vous avez acheté, pourrez-vous faire face aux mensualités, aux dépenses? Combien pensez-vous gagner à court, moyen et long terme? Et en cas d'échec, combien perdrez-vous au maximum? Enfin, acquérir du cash et du patrimoine, c'est bien. Mais encore faut-il réussir à le garder, à le sécuriser. C'est-à-dire ne pas le perdre en cas de problème. Une erreur ou une mauvaise estimation des risques sur un projet peut ruiner des années d'accumulation de patrimoine. Lorsque l'on commence à posséder un capital plus ou moins important, la question peut se poser de l'utilité de l'utiliser pour qu'il rapporte des intérêts, des dividendes, ou alors de continuer à recourir à l'emprunt sans toucher au capital, ou encore de faire les deux. Avoir un capital permet de recourir à l'emprunt sereinement, et donc si la dette n'est pas trop importante, vous n'aurez pas la pression ni la perte de liberté que vivent tous ceux qui n'ont pas de capital. Et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous savez que vous avez les moyens de payer en cas de problème. Typiquement, les confinements répétés dus au Covid. Ceux qui avaient du cash, du capital de côté, ont pu faire face à leurs dépenses. La seconde raison est que ce ne sera plus vous qui courrez après des banques pour obtenir un prêt, ce sera le contraire. On ne prête qu'aux riches. La dernière raison est que recourir à l'emprunt vous permet de faire grossir votre patrimoine sur le long terme tout en conservant vos liquidités. Alors une petite blague au passage, lorsque vous devez 200 000 € à la banque, vous ne dormez plus, mais lorsque vous devez 1 million à la banque, c'est votre banquier qui ne dort plus. Alors, comme vous le voyez à l'écran, posséder du capital et continuer d'utiliser de la dette, c'est utiliser l'argent des autres, la banque. C'est utiliser un effet de levier, investir plus que votre capital. C'est garantir la dette avec votre capital, c'est-à-dire obtenir plus facilement un prêt. Et enfin, c'est diversifier ses investissements. Par exemple, emprunter pour de l'immobilier, placer une part de son cash en métaux précieux, une autre en bourse, etc. Alors sur le tableau que vous voyez en ce moment à l'écran, j'ai tenté de faire une synthèse des protections que nous apportent les différentes allocations d'actifs. À part le cash, qui en le conservant nous permet de protéger notre patrimoine en période de déflation, tous les autres actifs nous protègent tout ou partie de l'inflation. L'or et l'argent nous permettent de nous protéger de l'inflation, je viens de le dire, mais aussi d'un vol légal. Par exemple, sous forme de frais ou de taxes orchestrés par des organisations telles que les banques ou l'État.
Comme le cash, les métaux précieux nous affranchissent de notre localisation. Si notre pays s'enfonce dans une guerre ou sombre économiquement, nous pourrons fuir. Malgré tous ces avantages, n'oublions pas le risque d'un cambriolage qui réduit à néant tous nos efforts. Vous remarquerez que s'endetter nous permet également de nous protéger de l'inflation. L'intérêt d'y recourir est aussi d'éviter toute spoliation en cas de faillite de votre banque et peut-être en cas d'un impôt exceptionnel Covid sur le patrimoine des ménages. Posséder des métaux précieux vous permet de sortir une partie de votre capital du système, ce qui neutralise un grand nombre de dangers, sauf bien sûr celui d'une déflation ou d'un cambriolage, comme dit plus haut. Il n'y a plus de doute aujourd'hui, je pense, que les États ont choisi de sortir de la spirale de la dette étatique par l'inflation. Nous avons donc tout intérêt à conserver notre métal précieux, voire à en acheter plus, et à s'endetter pour acheter d'autres actifs, tout en plaçant une partie de notre cash dans les autres classes d'actifs. Alors pensez-y, 3% d'inflation par an, c'est près de 45% de perte de pouvoir d'achat de vos économies au bout de 20 ans. C'est énorme. Pour moi, au vu des dettes étatiques, de la situation économique, de l'inflation qui pointe son nez, de l'impression monétaire galopante pour faire face au Covid, nul doute à mes yeux, enfin ça reste mon avis, que les métaux précieux ne sont pas si chers que cela aujourd'hui. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous pensez comme moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.